Bonjour Dr Vest et Bonjour. puis bienvenue à ce Bonjour. webinaire consacré aujourd'hui donc à la variole du singe. Moi je m'appelle Bérénice Mercier, je suis médecin généraliste dans le Finistère et également donc je travaille avec le CHEM. Et donc aujourd'hui nous accueillons comme expert le docteur Mathieu Revest qui est infectiologue et qui voilà, se présentera également. Pour faire un petit point rapide sur le CHEM, pour les participants qui viennent ici pour la première fois, le CHEM, ça veut dire Collège des hautes études en médecine. C'est une association qui a été fondée dans les années 80 par des médecins généralistes qui souhaitaient proposer de la formation continue. Et maintenant, le CHEM s'est un petit peu développé et propose également des formations aux pharmaciens, aux kinés, aux infirmiers, voilà, dans le but aussi d'être au plus proche des besoins en cabinet. Voilà. Sur le plan pratique, vous avez la possibilité de chatter ou de clavarder. Donc n'hésitez pas pour poser toutes vos questions selon le flux et l'abondance. On essaiera un petit peu de les répartir au fil de l'intervention de notre expert. Voilà. Et si à la fin il reste des questions, vous n'hésitez pas, on pourra tout reprendre pour avoir répondu vraiment à toutes vos interrogations à la fin de la soirée. Voilà, sur ce, je laisse la parole au docteur Revest, au professeur Revest, pardon. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à parler du monkeypox. Donc moi je suis effectivement Mathieu Revet, je suis infectiologue au CHU de Rennes dans le service de maladies infectieuses et réanimation médicale. Et donc on va parler du monkeypox avec finalement on sort à peine enfin on sort à peine, on n'est pas sûr d'être sorti, mais quand même là on commence à être assez optimiste vis-à-vis de la pandémie Covid. Et puis paf, il y a un nouveau truc qui nous tombe dessus, visiblement le monkeypox. Donc, on va voir en quoi, enfin, quel est l'impact de cette nouvelle épidémie. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle épidémie ou pas? Donc, en termes d'intérêt, donc j'ai pas de conflit d'intérêt. En lien d'intérêt, par contre, je suis membre du Haut Conseil de santé publique depuis 3 ans maintenant, membre de la commission des maladies infectieuses émergentes, qui est la commission générale qui s'occupe de toutes les maladies infectieuses, en gros, et du groupe du travail spécifique Monkeypox, et un peu parallèle sur le groupe variole également. Donc, par définition, je suis d'accord avec tout ce que dit le Haut Conseil de santé publique, ou en tout cas, si je ne suis pas d'accord, je ne vous le dirai pas. Alors, juste, donc vous n'hésitez pas à nous interrompre, effectivement, vous avez la possibilité de poser des questions, on pourra y répondre soit au fil de l'eau, soit en les regroupant un petit peu. Donc, pour savoir un petit peu de quoi on parle déjà, les poxvirus sont une famille de... Ah, il s'est passé un truc. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, c'est bon. D'accord, Revenu. il s'était passé un donc les poxvirus, c'est une grande famille de virus qu'on connaît depuis longtemps. Certains sont spécifiquement humains ou touchent les hommes, parce que beaucoup d'entre eux aussi sont à la fois rencontrés chez les animaux et chez les hommes. Et puis vous avez d'autres poxvirus d'ailleurs qui ne sont pas marqués sur ce tableau-là, qui ne touchent que les animaux et qui ne touchent pas l'homme. Finalement, l'un des seuls, si ce n'est le seul poxvirus spécifiquement humain, c'était celui de la variole, que vous voyez ici sur le tableau. La première ligne du tableau, la variole étant une maladie éradiquée. Et puis, à côté de la variole, vous avez d'autres virus, et notamment, vous trouvez le monkeypox, qui est un virus qui est très proche de celui de la variole humaine. C'est pour ça que des fois, on appelait ça la variole du singe, même si c'est plutôt les rongeurs qui ont un rôle très important en termes de réservoir. Le virus de la variole et le virus du monkeypox font partie de la sous-famille qu'on appelle les orthopoxvirus, ou les vrais virus pox. Il y en a deux autres, le copox qui est la variole du bœuf finalement, et puis la vaccine qui sert bien évidemment qui a servi en tout cas bien évidemment à la vaccination. Donc vous voyez que ce sont des virus qu'on connaît, qui donnent des maladies assez rares pour la plupart d'entre elles depuis que la variole est éradiquée. La variole par contre touchait énormément de monde et entraînait des décès très fréquents. Bon voilà, donc ces virus-là on les connaît.
Ce sont des virus. Alors, juste pour parler un tout petit peu de virologie de façon un peu plus précise, et on n'en parlera pas plus enfin un tout petit peu plus, un peu plus loin, mais de façon très modérée, sont des virus qu'on dit enveloppés, donc assez fragiles, que on pourrait penser le contraire si on est enveloppé, mais finalement, ce sont des virus assez fragiles, à ADN double brin. Et donc, comme je vous le disais, c'est un virus qui est très proche de celui de la variole, avec deux sous-types de virus qu'on appelle les clades, hein, c'est la dénomination génotypique finalement, deux sous-types particuliers, l'un qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest et l'autre qu'on retrouve plutôt en Centrafrique ou alors dans le bassin du Congo. Et on verra tout à l'heure que ces deux sous-types ont des petites différences. Le réservoir n'est non entièrement connu, même si on sait que les rongeurs jouent un rôle très important dans la transmission à l'humain et dans la persistance du virus dans l'environnement. Alors, en termes historiques, qu'est-ce qu'on connaissait de ce virus? En fait, on l'a découvert en 1958, à la fin des années 50, un virus qui était, un singe, pardon, qui était analysé dans un laboratoire de recherche à Copenhague. Et en fait, le singe était importé de Singapour. Et là, on retrouve ce virus-là. Alors là, déjà, vous voyez que le virus dans l'environnement, en tout cas, peut être beaucoup plus largement répandu que les seuls cas humains nous le laissaient penser jusqu'au début de cette année. Puisque les seuls cas humains qu'on a découverts jusqu'à l'épidémie de cette année, en tout cas les cas autochtones, étaient des cas en Afrique, avec un premier cas humain chez un enfant de 9 ans en République démocratique du Congo au début des années 70, puis une première épidémie de grande ampleur avec à peu près 500 cas et quelques dizaines de décès, là aussi en RDC en 1996. Puis en 2003, il y a eu une première épidémie à l'extérieur de l'Afrique, hein, c'était les premiers cas hors Afrique, mais cette épidémie était liée à l'Afrique, dans le sens où il avait été importé des animaux, des chiens de prairie porteurs du virus, et c'est au contact de ces animaux-là qu'il y a eu les cas de monkeypox. Et donc, il n'y avait pas eu d'épidémie finalement locale, hein, tous les cas étaient liés à soit des personnes revenant d'Afrique, soit ces chiens de prairie revenant d'Afrique. Et puis enfin, il y a eu 2022, donc l'épidémie actuelle. Donc vous voyez que finalement, les cas de monkeypox, on le reverra un peu plus tard, étaient finalement assez modérés et surtout réservés en Afrique. Vous voyez ici les différentes épidémies qu'on a eues, hein, en plus de celles dont je vous ai montré, avec bien sûr la RDC, hein, qui était là où il y avait le plus de cas recensés. Quelques cas sporadiques, je ne parle pas des États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, puisque c'était en 2003, et là vous voyez les cas entre 2010 et 2019. Il y avait eu quelques cas sporadiques à l'extérieur de l'Afrique, donc à Singapour encore une fois, en Grande-Bretagne et en Israël, mais là aussi à chaque fois c'était des cas qui étaient en lien avec des pathologies d'importation, hein. Les patients revenaient de zones d'endémie, et notamment en région centrafricaine. Donc voilà ce qu'on connaissait jusqu'alors. Il y avait eu quand même des épidémies assez importantes avec un nombre de cas cumulés qui était relativement important en Afrique. Si on regarde un peu plus la dynamique de l'épidémie jusque-là, alors vous voyez que le nombre de cas, que ce soit pour le clade ou le sous-groupe centrafricain ou que ce soit pour le sous-groupe ouest-africain, même si les échelles ne sont pas du tout les mêmes, hein, vous voyez que c'est 10 fois plus à peu près chez le virus centrafricain que le virus ouest-africain, ben, le nombre de cas augmente de façon très importante depuis les années 90. Alors, je pense surtout qu'on est plus capable d'en faire le diagnostic, tant cliniquement que biologiquement, mais il y a peut-être quand même cette idée que le réservoir grossit et que finalement l'homme est de plus en plus en contact avec ce virus-là, et donc il y a de plus en plus de cas. Donc ça, encore une fois, hein, c'était avant l'épidémie de 2022 qu'on connaît actuellement. L'une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi le nombre de cas augmente de façon relativement importante depuis les années 90 et surtout depuis les années 2000, c'est la baisse d'immunité contre la variole. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, hein, bien sûr, elle n'est pas prouvée, mais c'est une hypothèse qui a l'air d'être enfin, en tout cas, elle est sous-tendue par une idée théorique qui est assez euh, séduisante. C'est qu'ici, là, vous avez ici la couverture vaccinale et l'immunité qu'on connaît à la fois pour chaque individu et dans la population vis-à-vis de la variole. Vous savez que la vaccination contre la variole est dorénavant interrompue, hein, puisque la variole a été
déclarés comme éradiqués au début des années 80. Et par exemple en France, les personnes nées après 1975, pour en tout cas l'immense majorité d'entre elles, ne sont plus vaccinées contre la variole. Alors certains pays ont vacciné encore un peu plus tardivement qu'il n'a été fait en France, mais en gros, la majorité des personnes nées après les années 80 dans le monde ne sont plus vaccinées contre la variole. Et on sait que la vaccination contre la variole conférait une immunité croisée vis-à-vis des autres poxvirus et notamment des autres orthopoxvirus comme le monkeypox. Et finalement, on peut se poser la question, et c'est ce que soulève comme hypothèse cette publication, et on voit que l'immunité de la population diminue et le nombre de monkeypox augmente de façon très importante à un moment finalement où l'immunité devient suffisamment faible pour que le monkeypox apparaisse. Donc ça, c'est une hypothèse qui est assez séduisante. On n'est pas sûr que ce soit la seule explication ou une explication tout court, mais c'est une hypothèse assez séduisante que l'augmentation du nombre de cas de monkeypox est en partie liée à la baisse de l'immunité de la population générale contre la variole, puisque la variole n'existe plus. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on savait jusque-là du monkeypox en termes épidémiques, en termes de présentation clinique, voire thérapeutique? Donc, on savait que la contamination se faisait avec des contacts auprès des animaux, ça c'était très bien documenté, les rongeurs et les singes. Je vous ai mis un chien de prairie là parce que c'est ça qui avait provoqué l'épidémie aux États-Unis en 2003. Donc ça c'est parfaitement bien documenté. On va en contact de ces animaux-là, on se blesse contre eux, ils nous mordent ou on est en contact avec leur peau lésée et on va s'infecter et on va faire une infection à monkeypox. Ce qui était bien documenté aussi, c'est la transmission interhumaine. Alors, elle a été bien documentée. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait eu quelques cas en Grande-Bretagne qui avaient été décrits avant l'épidémie de 2022. Et ben, ces cas de Grande-Bretagne avaient réussi, nous avaient prouvé qu'il y avait une transmission interhumaine. Vous avez ici la cinétique de certains malades alors qu'ils présentent des lésions cutanées ici en jaune, qu'ils ont une PCR positive ici en rouge, et la transmission à d'autres individus. Finalement, jusqu'alors, on n'avait que des épidémies en Afrique, ou alors aux États-Unis, mais au contact des chiens de prairie. Et donc, chaque nouveau cas de monkeypox avait peut-être effectivement été en contact avec un cas précédent, mais il partageait le même environnement que tous les cas. Donc, c'était difficile de savoir s'il y avait une transmission interhumaine ou si chaque individu se contaminait au contact de l'environnement. Là, en Angleterre, ça a été un peu différent puisqu'il y a des personnes qui n'avaient pas du tout voyagé, qui n'ont pas du tout été en contact avec des animaux et qui, leur seul facteur de risque d'être contaminé, c'est d'avoir rencontré des gens qui étaient porteurs de monkeypox. Et donc, finalement, ce qui s'était passé en Grande-Bretagne avant l'épidémie de 2022, même si ça a été publié là aussi en 2022, c'était la confirmation d'une transmission interhumaine. Donc ça, la transmission interhumaine, on sait qu'elle existe. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est son poids épidémique. On pense qu'elle est relativement faible, enfin en tout cas on pensait qu'elle était relativement faible jusqu'à 2022 et on avait du mal à connaître le réel poids épidémique de la transmission interhumaine dans l'infection à monkeypox. Mon ordinateur fait des trucs un petit peu bizarres de temps en temps, donc je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui, moi je vois bien. D'accord, bah, c'est un peu bizarre, il m'affiche des trucs bizarres, bon c'est pas grave. En réalité, Bérénice, j'ai plus accès aux questions. Je ne vois plus s'il y a des questions qui sont posées ou pas. Je sais pas pourquoi. Et j'ose pas changer parce que j'ai peur que tout s'arrête au bout d'un moment. D'accord. Je vous dis s'il y a des questions qui Ouais, tombent. super. Et alors l'autre possibilité de transmission ou d'acquisition du virus plus exactement, c'était la consommation de viande de brousse, de viande mal cuite. Ça, ce sont des hypothèses et on n'est vraiment pas sûr que cette transmission existe réellement. Donc transmission auprès d'animaux porteurs, ça c'est sûr, vivants ou morts, en tout cas au contact direct, peau à peau ou muqueuse à muqueuse. Transmission interhumaine, c'est sûr, mais il était difficile de savoir quel était le poids de cette transmission, puisque le plus gros poids de la transmission, c'était vraiment au contact de l'environnement et des animaux. En consommant la viande de brousse d'animaux infectés, et notamment viande mal cuite, ça, on ne sait pas s'il y a un vrai rôle. Alors, comment se fait la transmission, justement? Ben, elle se fait par contact étroit, et notamment au contact des lésions, donc soit présentées par les animaux,
soit présentée par les humains. La peau saine n'est pas imperméable au virus, et donc si vous touchez des lésions de monkeypox, vous pouvez acquérir la maladie sans aucun problème. On sait que le virus est excrété dans les sécrétions respiratoires, et finalement, ça crée la possibilité d'une transmission par voie gouttelette, notamment pas par voie aérienne, hein, parce que le virus a besoin vraiment d'être dans les grosses gouttelettes. Donc cette transmission est théorique, et elle existe certainement, mais on a du mal là aussi à connaître son poids, et son poids est probablement très marginal. J'en reparlerai tout à l'heure, notamment parce que dans l'épidémie actuelle, là, on se rend compte que les gens qui se contaminent auprès d'individus malades, ce sont vraiment les gens qui les ont touchés et pas forcément les gens qui vivent avec eux sans les avoir touchés. Ce qui veut dire que la transmission par voie respiratoire et par l'intermédiaire des gouttelettes est probablement assez marginale. Les objets et les linges contaminés par les lésions sont également contaminants, avec là aussi un poids en termes de transmission et de poids épidémique qui n'est pas évident. C'est une transmission qui est théorique, c'est tout à fait possible, probablement assez marginale, et en tout cas beaucoup moins impactante probablement que le contact étroit. Et puis il y a une transmission materno-fétale qui a bien été documentée en Afrique, dont on ne connaît pas non plus la fréquence, mais en tout cas en Afrique, il a été documenté un des bébés nés de mères porteuses de monkeypox et qui présentait la maladie. Donc la transmission materno-fétale est tout à fait possible, mais bien évidemment beaucoup plus marginale. Alors la clinique, voilà ce qui était décrit avant notre épidémie 2022, et je vous ai remis ici d'ailleurs, et je me rends compte que je n'ai pas mis la référence, je m'en excuse, mais une fiche de la mission COREB, hein. La mission COREB, vous savez, c'est la mission interministérielle de lutte contre et de prévention contre l'émergence biologique, et à laquelle on participe, hein, qui émet des recommandations, des avis et des aides à la décision et à la prise en soin des malades. Donc ça, ce sont la description des lésions cliniques. Donc la description jusqu'alors était assez stéréotypée, avec une phase prodromique qui durait en gros 2 à 3 jours, surtout 2 jours, faite de fièvre, de polyadénopathie, de syndrome pseudogrippal, donc quelque chose de très peu spécifique. Puis apparaissait au 3e jour l'éruption, avec un édentème, il y a une atteinte muqueuse qui est possible, puis l'éruption généralisée, dont la paume et les plantes, et ça, c'était censé être un signe très discriminant par rapport à d'autres maladies éruptives, et qui évoluait en une seule poussée. Là aussi, c'était censé être un signe très discriminant, notamment à la fois l'atteinte palmoplantaire et l'atteinte en une seule poussée étaient des éléments très discriminants et très différentiels vis-à-vis de la varicelle. Bon, en fait, cette épidémie nous a montré que ce n'était pas très discriminant. Voilà. Et ça évoluait sur 14 jours. Donc, vous aviez ici la dynamique, hein, de l'épidémie. Excusez-moi. Il y a un avion qui passe à côté de moi, donc on va attendre qu'il passe. Voilà. Donc d'abord une vésicule, puis des pustules, hein. La lésion évolue, hein, avec, vous voyez bien les pustules ici qui sont multiples, hein. Elle va s'ombiliquer, puis s'ulcérer, avec enfin la formation de croûte aux alentours du 10e, 12e jour. Puis la croûte disparaît avec cicatrisation en cas de 14e jour, la contagiosité étant estimée terminée à partir du moment où les croûtes tombaient. Donc voilà ce qu'on décrivait en termes d'évolution clinique. Une maladie avec une seule évolution, une seule poussée d'éruption, une atteinte palmoplantaire, et l'éruption qui était précédée d'une phase prodromique de 2 jours, en gros, avec de la fièvre et des polyadénopathies. Donc voilà ce qui était décrit. Ce qui était décrit aussi, hein, c'était des éruptions qui étaient très très larges. Vous voyez ici, par exemple, dans le recensement des cas au Nigeria en 2017, une éruption cutanée qui était présente dans 100% des cas, une fièvre dans 88% des cas, et puis des symptômes généraux qui étaient assez importants, avec des maux de tête, le prurit qui était présent chez 3 malades sur 4, les adénopathies, des frissons, des myalgies, enfin voilà, beaucoup de choses, mais également des troubles digestifs, hein, avec pourquoi pas des nausées, des vomissements. L'incubation durait en gros une dizaine de jours, c'est ce qu'on disait. La phase prodromique, je vous en ai parlé, et l'éruption qui se manifestait. Donc ça, c'était la description qu'on avait avant notre épidémie, avec, vous voyez, des éruptions qui étaient très, 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 très florides. Alors, je vous ai mis ici sur la partie droite de la diapositive des éruptions moins florides que ce que vous voyez sur ce jeune enfant africain.
Ça a été des cas justement dans l'épidémie américaine, vous savez, de 2003, ce qui nous avait permis d'identifier des cas avec des patients qui avaient peu d'éruptions. Vous voyez ici cette dame qui avait deux éruptions seulement, ici quelques éruptions, et donc des éruptions, des maladies beaucoup moins florides que ce qu'on voyait en Afrique. En fait, c'est une maladie qui jusque-là survenait donc qu'en Afrique, dans des milieux dans des zones très rurales, assez éloignées du recours aux soins, ou en tout cas des régions dans lesquelles le recours aux soins est difficile, problématique, payant, etc. Et donc, il est tout à fait possible que les cas qu'on décrivait jusque-là en Afrique étaient la plupart du cas des cas comme ça, hein, très bruyants, hein, assez volumineux, des mini-varioles en gros, et ben soit la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que ce soit les cas les plus graves. Et finalement, les gens, s'ils ont des éruptions pas graves, qui sont dans une zone rurale africaine où il va falloir aller payer les soins, etc., bah, s'ils vont bien, ils ne vont pas consulter. Et donc, il est tout à fait possible, là aussi c'est une hypothèse, que jusqu'alors en Afrique, il y ait un grand nombre de cas qui soient passés sous les radars, parce que finalement les gens allaient bien, et donc n'allaient pas consulter, et on ne voyait que ceux qui étaient très malades. Et donc, il y a peut-être une surreprésentation des éléments assez importants de la maladie. Et l'épidémie qu'on a eue aux États-Unis en 2003 montrait qu'il y avait possibilité quand même d'avoir des formes peu symptomatiques. Mais pour l'instant, ça restait très limité, donc on n'en était pas sûr. Ce qu'on a pu décrire quand même comme forme grave, puisqu'il existe des formes graves, bah, c'est sur les épidémies africaines. On définit comme forme grave les gens qui ont plus de 100 lésions, les gens qui ont des lésions muqueuses, mais vous pouvez aussi avoir des atteintes systémiques de la maladie et pas limitées au revêtement cutané ou aux muqueuses. Bah, c'est des pneumonies, des vrais sepsis, hein, les gens qui ont de la fièvre, des grands frissons avec un retentissement immunodynamique, des lésions oculaires, notamment par auto-inoculation. Les vomissements diarrhée, on en a parlé, mais ça pouvait entraîner des déshydratations importantes. Et puis également des myocardites, voire des méningoencéphalites. Vous avez peut-être entendu hein, qu'il y a eu 2 personnes qui sont décédées en Espagne, des jeunes personnes qui sont décédées en Espagne, toutes 2 sont décédées d'une méningoencéphalite. Mais finalement, les formes enfin, la plus grosse partie des formes graves étaient représentées par les surinfections cutanées que vous voyez ici, hein, puisque quand on voit un jeune enfant comme ce qu'on a pu voir ici sur la partie gauche de la diapositive, bah, on imagine très bien que s'il y a une surinfection cutanée qui survient, ça peut avoir un retentissement très important, et c'est ça qui faisait toute la gravité de la maladie en termes de fréquence, c'était la probabilité de surinfection cutanée, et l'immense majorité des décès, en tout cas en région africaine, étaient liés justement à des atteintes bactériennes de surinfection cutanée du monkeypox. Quelles étaient les personnes qui étaient à risque de faire des formes graves? On a dit les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Alors ça aussi, il faut probablement prendre avec des pincettes. C'est possible, c'est tout à fait, enfin ça peut être tout à fait vrai, mais il est aussi possible que ce soit conjoncturel. Encore une fois, si on est dans des zones rurales en Afrique, très éloignées des soins, où il y a des soins qui sont payants, ben en fait, on va plutôt privilégier d'amener les jeunes enfants chez le médecin ou les femmes enceintes chez le médecin, et les autres, ben, on ne les amène pas chez le médecin parce qu'ils sont plus costauds et puis c'est moins grave, quoi. Donc, il est tout à fait possible que là aussi, quand on dit jeunes enfants, femmes enceintes, immunodéprimées, c'est possible que ce soit des personnes vraiment à risque de formes graves. C'est possible aussi qu'il y ait une surreprésentation d'un point de vue conjoncturel et qu'on n'ait pas encore défini de façon très précise les facteurs de risque de formes graves. Alors, il n'y a pas de questions. Non, je n'ai pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas de votre côté. Ah, ça y est, j'ai Je crois que récupéré les questions. J'ai récupéré les questions. Alors, sur ces formes graves, justement, vous avez ici une revue hein, qui s'intéressait à la majorité des cas recensés, enfin pas la majorité, mais à une grosse partie des cas recensés d'infection à monkeypox avant, encore une fois, notre épidémie de 2022. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez un taux de mortalité qui est à 8,7%, mais qui est différent selon les 2 sous-types viraux. Avec le sous-type qui vient de l'Afrique centrale, bassin du Congo, avec une mortalité estimée à 10%, alors que la mortalité sur le variant ouest africain était plutôt de 3%.
Donc la mortalité est variable d'un sous-type à l'autre et ça reste stable. Enfin, dans la littérature, on retrouve cette information-là en permanence. Alors voilà ce qu'on connaissait jusque-là de l'infection à monkeypox. On avait des suspicions de temps en temps, mais nous, on n'en avait jamais eu, par exemple, en France. Et puis, donc, le 7 mai, arrive un nouveau premier cas en Grande-Bretagne, parce que je vous ai dit qu'il y en avait eu, et ce cas-là vient du Nigeria. Donc, jusqu'ici, on a envie de dire, bon, c'est toujours surprenant, mais c'est quand même étonnant. Mais le 13 mai, finalement, on retrouve 3 cas autochtones dans le foyer familial du patient qui venait du Nigeria et qui était malade dès mi-avril. Donc là, ça commence à être compliqué parce que finalement, ces cas autochtones, ils ne venaient pas forcément du Nigeria. Donc ça, c'est étonnant. Et puis, on retrouve 4 cas autochtones supplémentaires d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui ont eu des liens avec au moins l'un des cas de ce cluster familial présentant un monkeypox, mais ces personnes-là n'avaient jamais eu de contact avec des personnes venant récemment d'Afrique, n'avaient pas voyagé en Afrique. Et donc, finalement, une fois que l'Angleterre apprend ça, bah, le Portugal va dire, mais attention, moi, depuis mi-avril, j'ai effectivement une épidémie, quelque chose qui se passe chez des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, de fièvre et d'éruptions cutanées. Euh, et il n'avait pas été suspecté le diagnostic de monkeypox à ce moment-là. Et de façon rétrospective, on se rend compte que c'est du monkeypox. Ils ont été prélevés et c'était du monkeypox. Donc vous voyez que depuis mi-avril, finalement, que ce soit au Portugal ou en Grande-Bretagne, il y avait une épidémie de monkeypox qui apparaissait et sans de lien évident avec le Nigeria. Alors, par définition, bien évidemment, quelqu'un est revenu d'une zone d'endémie avec ce virus et l'a installé sur place, mais on ne le retrouvait pas. Le 19 mai, premier cas en France, et à ce moment-là, il y a 20 cas notifiés au Portugal. Le 29 mai, 16 cas confirmés en France, donc vous voyez, ça va un peu vite. Le 10 juin, 97 cas en France, 783 en Europe, 1200 dans le monde. Donc là, il y a vraiment une alerte qui est mise en place par l'OMS en disant attention, là, il y a vraiment une épidémie de monkeypox qui apparaît dans des pays où le monkeypox n'est pas présent et chez des individus qui n'ont pas de rapport avec l'Afrique, qui n'ont pas de rapport avec les animaux. Donc, il se passe quelque chose. Donc, voilà comment se passe finalement l'alerte initiale. Et c'est là où on se dit, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle épidémie à survenir? Alors, on analyse le virus, et pourquoi je vous montre cette diapositive qui peut paraître très, très barbare. Là, ce sont toutes les épidémies de tous les cas de 2022, en tout cas au moment de la publication de cette revue. Ça, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique des virus. Vous avez le clade euh, euh, centrafricain ici, et là, à partir de là, vous avez le clade ouest africain. Alors, bien sûr, il y a des sous-clades, hein, c'est toujours pareil. Vous avez le clade ouest africain. Et en fait, le virus de notre épidémie actuelle, il vient d'un virus ouest africain. Donc ça nous a déjà assez rassuré d'emblée, puisqu'on se disait, bah, coup de chance, le virus qui est en cours là, c'est le virus de la forme qui est la moins grave, où il y a le moins de mortalité des deux. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et ça a été confirmé depuis. Alors, où on en est actuellement dans le monde? Donc ça, c'est l'actualisation au 12, le 59 000 cas, c'est au 12 septembre. Là, je vous ai mis la carte, la dernière carte que j'ai trouvée, mais vous voyez que ça touche à peu près le monde entier hein, pour l'instant. L'Amérique est très touchée, l'Europe est très touchée, l'Océanie commence à être pas mal aussi. Et on est à 59 000 cas nouveaux depuis avril 2022, donc recensés d'infection à monkeypox. Ce sont les cas prouvés, hein, donc soit cliniquement, soit biologiquement. Donc il est possible que ce soit que la partie immergée de l'iceberg et qu'il y ait plus de cas que ça. Mais on est quasiment à 60 000 cas en 4 mois finalement. Donc c'est allé très très vite cette épidémie, la diffusion. Donc effectivement, quand on voit ça, on se dit bah oui, oui, il y a une nouvelle épidémie qui arrive et il y a un nouveau virus qu'on connaissait déjà quelque part dans le monde, mais qui est en train de s'installer quelque part. Alors, quand on regarde de façon un peu plus précise le devenir de ces cas, donc là, c'était une analyse au 7 septembre hein, et de pas tous les cas, bien évidemment, faite par l'OMS. Vous voyez que les deux régions les plus touchées, ce sont les Amériques et la région européenne. Et ce qui est très important aussi de voir sur cette diapositive, c'est la très faible mortalité de cette épidémie-là. Hein.
avec sur les 60 000, enfin ils ont recensé 54 000 cas, là, un peu plus, enfin quasiment 55 000 cas à ce moment-là. À ce moment-là, on était à 18 décès seulement, avec une grosse partie liée en Afrique, dont on ne connaît pas trop les déterminants, mais dont on peut suspecter qu'il y a une grosse partie qui est liée à des surinfections bactériennes. Et dans les régions américaines et européennes, on est à 7 décès sur un peu plus de 50, enfin quasiment 55 000 cas européens. Donc on voit une très faible mortalité de cette épidémie, et ça, c'est quand même très rassurant. Où on en est en Europe, si on focalise un peu plus, alors la Grande-Bretagne ne donne plus ces cas, en tout cas le CDC, hein, qui est l'organisme européen, mais qui fait partie de l'Union, enfin qui est sous la dépendance de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus les cas recensés par la Grande-Bretagne. Mais vous voyez que la France est l'un des pays les plus touchés, comme l'Espagne et l'Allemagne. Mais l'ensemble de l'Europe à peu près est touché en pratique. En France, on est un peu moins de 4 000 cas actuellement. Là, c'est les données actualisées au 12 septembre. Les cas sont essentiellement concentrés dans la région parisienne. Puis, vous avez le sud-est de la France qui est assez touché. L'ouest de la France reste relativement épargné, avec en Bretagne, au 12 septembre, on avait un peu moins d'une quarantaine de cas de patients touchés par le monkeypox. Alors ça, c'est le nombre de cas, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est la dynamique. Et c'est vrai que là aussi, c'est très rassurant, c'est qu'on voit que la dynamique est très favorable. On a eu une augmentation du nombre de cas très importante jusqu'à juin, juillet, et puis depuis, on voit que le nombre de cas diminue de façon très importante, sans qu'on puisse dire de façon certaines. Pourquoi? Est-ce que c'est grâce aux mesures de prévention qui ont été mises en place, d'une part de la réduction des risques des personnes, puisqu'on va voir qu'il y a un lien très étroit avec le fait d'avoir des partenaires sexuels multiples, ou est-ce que c'est grâce à la vaccination? On ne le sait pas, sans doute un peu des deux, et peut-être aussi autre chose, peut-être que le virus finalement a du mal à s'installer dans nos contrées, c'est tout à fait possible. Alors, quand on essaye d'analyser un peu plus qui fait la maladie, vous voyez que on est dans le monde, on est à 95% des personnes qui sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. En France, on est à quasiment un peu plus de 98% de ça, donc d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc là, on a clairement un facteur épidémiologique très fort qui est évident. Donc en France, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous ai ici, 99% d'hommes, 95% qui sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Alors, ce qui est important à voir sur cette diapositive, c'est plusieurs choses. D'une part, on voit que finalement, c'est le nombre de partenaires qui est très important, c'est le fait d'avoir des partenaires multiples, en fait, qui est très à risque. Et le préservatif n'est pas quelque chose de très protecteur, puisque vous voyez qu'une majorité de personnes avaient utilisé des préservatifs, puisque 60% d'entre eux avaient utilisé des préservatifs. Mais le préservatif n'est pas un bon protecteur, hein, puisque les lésions peuvent être présentes sur l'ensemble du tégument cutané et sur des zones bien évidemment qui ne sont pas protégées par le préservatif et donc qui ne vont pas empêcher la transmission. Donc on a beaucoup entendu parler, en tout cas questionné de savoir s'il fallait considérer le monkeypox comme une infection sexuellement transmissible. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient pas très emballés par l'idée, enfin, c'est pas que je suis très emballé, mais je ne voyais pas trop ce que ça changeait de la considérer comme infection sexuellement transmissible. En tout cas, c'est les contacts étroits qui sont à risque. Et si on a des contacts étroits multiples avec des personnes multiples et différentes, on augmente ces risques. Alors, c'est sûr que par définition, le rapport sexuel, c'est un contact étroit avec la peau et les muqueuses. Donc, bien évidemment que lorsqu'on a des rapports sexuels avec plusieurs personnes de façon régulière, on augmente ces risques. Par contre, il n'est pas nécessaire ou obligatoire d'avoir un rapport sexuel pour acquérir la maladie. Et donc, ça, c'est important. Et les mesures de prévention, comme le préservatif, ne protègent pas bien contre le monkeypox. Voilà ce que je voulais vous montrer.
Alors, si on décrit encore un peu plus la population française, vous voyez que le nombre de lésions est finalement assez modeste. Et puis, l'autre chose qui est très importante, je vous ai dit tout à l'heure que jusqu'alors, on pensait que les gens avaient une phase prodromique assez systématique. Bah, vous voyez qu'en fait, c'est présent que dans un cas sur deux. En fait, il y a un patient sur deux qui n'a pas du tout de phase prodromique avant l'apparition des lésions et qui n'a que les lésions qui apparaissent. Et d'ailleurs, ceux-là, ils n'ont pas de fièvre du tout, ils ont juste des lésions qui apparaissent sans fièvre. Ça, c'est tout à fait possible. Le nombre de lésions est relativement modeste, hein. Vous voyez que c'est 5 en moyenne et ça dépasse rarement 10. On est très loin de la présentation du jeune enfant que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont plutôt des éruptions qui sont limitées, même si bien sûr il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, ce sont plutôt des éruptions qui sont limitées en nombre. Autre chose qui nous a surpris et qui était nouveau dans cette épidémie-là, c'est que pour la moitié des patients, l'éruption se limite finalement, et en tout cas localisée au niveau de la sphère génitale. Et assez souvent, on a des patients qui ont des lésions qu'au niveau de la sphère génitale et pas ailleurs. Ça, c'est aussi une caractéristique qu'on découvre avec cette épidémie. Alors, probablement que c'est un contact direct, c'est qu'il y a un contact génito-génital, et donc, enfin, en tout cas, des zones génitales de partenaires sexuels, et que c'est à cet endroit-là qu'il y a les lésions, et donc les lésions vont apparaître au même endroit, un peu comme pour l'herpès, c'est probablement comme ça que ça se passe, mais c'était là aussi une surprise. Donc voilà, si on résume un peu, les prodromes sont non systématiques, il y a assez peu de lésions, et puis d'autres choses aussi, c'est que finalement, il peut tout à fait avoir plusieurs poussées. Je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être un élément de diagnostic différentiel vis-à-vis de la varicelle. En fait, c'est très mauvais comme performance. Euh, et d'ailleurs, accessoirement, ça nous a permis aussi de voir que la varicelle a finalement non rarement des éruptions palmoplantaires aussi. Vous savez que d'habitude, en tout cas, c'est ce que j'apprends à mes étudiants, enfin un peu moins maintenant en moralité, c'est que la varicelle, c'est une maladie éruptive qui respecte la paume et les plantes. Il n'y a pas d'éruption palmoplantaire, il y a plusieurs poussées, etc. Bah, nous, en fait, toutes nos premières suspicions de monkeypox qu'on a eues dans notre service, c'était toutes des varicelles. Et pourquoi on pensait à du monkeypox? C'est parce qu'ils avaient une éruption en une seule poussée avec des lésions palmoplantaires, et c'était toutes des varicelles. Il n'y avait pas de monkeypox, et à l'inverse, on a eu des patients monkeypox qui n'avaient pas de lésions palmoplantaires et qui avaient des éruptions en plusieurs poussées. Donc ça, ces caractéristiques-là ne sont finalement pas si discriminantes que ça. Et dernier point particulier, c'est la zone génitale qui est assez fréquemment touchée. Alors, qu'en est-il des formes graves, hein, parce qu'on disait tout à l'heure que c'était entre 3 et 10% de mortalité, ça reste beaucoup hein, dans ce qu'on connaissait avant comme épidémie, selon qu'on ait un virus qui venait de la zone centrafricaine ou de l'Afrique de l'Ouest. Bah, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus rare que ça, et fort heureusement. Il y a certes des formes graves, je vous ai parlé des 2 personnes qui sont décédées en Espagne, ils sont décédés d'encéphalite, donc ça existe. Mais j'ai envie de dire comme toutes les maladies infectieuses, hein, vous savez que toutes maladies infectieuses, même considérées comme bénignes, peuvent se manifester finalement chez des gens qui n'ont pas de terrain particulier par des formes particulièrement graves. On a tous, nous, enfin on a tous les ans des patients qui font des formes très graves d'infection à métapneumovirus, qui sont des virus qui donnent d'habitude des rhumes tout bêtes. Et ben, on a des patients qui sont hospitalisés en réanimation pour ces virus-là. C'est rarissime, mais ça existe. Et donc là, pour le monkeypox, on peut avoir des formes graves, mais rarissimes. Si on a des lésions nombreuses, il y a un risque de surinfection. Ce qu'on voit aussi dans cette épidémie-là, c'est qu'il y a pas mal d'atteintes muqueuses, peut-être plus qu'on se pensait, et les atteintes muqueuses sont parfois très, 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 très douloureuses. On le reverra que ça fait partie de l'une des raisons d'hospitalisation, c'est pour la sédation de la douleur ou pour la restriction alimentaire totale si les lésions sont buccales. Mais si les lésions sont par exemple soit génitales, soit anales, ça peut être excessivement douloureux. Puis je vous le disais, les encéphalites qui peuvent amener les décès. Donc voilà ce qu'on voit. Donc ça, ce sont des épidémies, des descriptions de patients de l'épidémie actuelle, hein. Vous voyez que vous avez des patients qui n'ont qu'une seule lésion comme ça. Bon, c'est pas beaucoup, hein, et on peut passer clairement à côté. Donc on voit bien que en Afrique, on peut tout à fait avoir
une sous-représentation du nombre de cas. Avec juste une lésion comme ça, c'est pas évident. Vous pouvez avoir des lésions muqueuses assez importantes, mais aussi des lésions au niveau génital, vous voyez, avec des petites lésions, des petites ulcérations très peu inquiétantes finalement initialement. Donc ça, c'était les cas anglais. Vous voyez que là, il y a aussi pas mal de lésions quand même sur le pénis de ce patient. En Espagne, ils ont un peu mieux décrit les éruptions muqueuses, hein, vous les voyez ici, dans la cavité buccale, dans la région périanale, bien sûr toujours au niveau génital. Vous avez ces lésions-là qui peuvent être multiples, vous voyez, sur la bouche. Vous voyez ici aussi, vous voyez ma flèche quand je bouge, au fait? Oui, c'est bon. Ah, Oui, super. oui. Vous voyez ici, là, ça c'est assez caractéristique, c'est le regroupement des lésions au niveau de la sphère génitale. À l'inverse, vous voyez aussi des gens qui ont des petites éruptions très peu spécifiques sur lesquelles il est difficile de faire un diagnostic évident sur le plan de la clinique. D'autres lésions hein, péribuccales que vous voyez ici ou endobuccales comme vous le voyez ici. Là, vous avez des lésions périanales qui sont souvent excessives et anales, voire endo-rectales, qui sont excessivement douloureuses et qui peuvent être amenées à devoir hospitaliser les patients tellement la douleur est très importante. Là, c'était des cas qui venaient du monde entier. On colligeait les cas internationaux dans cette publication-là du New England récente. Alors, il peut avoir des formes graves, hein. Là, vous avez ici des données françaises qui sont en cours de publication. Elles ne sont pas encore tout à fait publiées, avec des lymphogytes qui peuvent apparaître dans les suites de complications de lésions cutanées. Et vous voyez qu'on a une espèce de panarie virale ici sur le pouce avec une lymphangite très intense qui va entraîner une altération de l'état général importante et de la fièvre. Vous pouvez avoir des cellulites, hein, des dermohypodermites compliquant les lésions génitales, les lésions cutanées. Et vous voyez que ce patient qui avait donc une dermohypodermite qui a bien sûr dû être hospitalisé. Et puis des lésions muqueuses très intenses qui peuvent entraîner dans ce cas-là, par exemple, une restriction alimentaire du fait de la douleur endobuccale majeure et qui empêche de manger les patients. Donc il peut quand même avoir des formes graves, évidemment, même si c'est rare. Alors ça, c'est un cas local, hein, comme les lésions peuvent parfois apparaître comme des espèces de condylomes ou des choses comme ça, parfois on peut être amené. Enfin, là, c'est un patient qui avait été traité par de la condyline, hein, vous savez, cette pommade pour traiter les condylomes, et vous voyez qu'il en ressort des cicatrices définitives au niveau pénien de ces lésions de monkeypox. Donc, surtout pas de mettre, en gros, sur les lésions de monkeypox, il ne faut rien mettre. C'est ça le message. Il faut les laisser évoluer. Et puis, s'il y a besoin de mettre des antibiotiques parce qu'il y a des surinfections importantes, on met des antibiotiques par voie systémique. Mais il vaut mieux rien mettre localement. Alors, il faut faire attention au diagnostic différentiel, bien évidemment. La varicelle, je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait une seule poussée n'élimine pas finalement la varicelle. Le fait qu'il y ait des éruptions palmoplantaires n'élimine pas la varicelle. Donc, ça, c'est une question importante. L'herpès, bien évidemment, on pense aux lésions localisées au niveau génital, surtout quand elles sont limitées au niveau génital, on peut clairement se faire avoir. Il y a le main-pied-bouche, mais finalement, ce n'est pas du tout les mêmes terrains, et donc on n'y croit pas trop. Et puis l'impétigo disséminé. Alors ça, on a eu beaucoup de suspicions, nous, de monkeypox dans le service pour finalement des impétigos disséminés. Je vous montre ici des photos de lésions de patients qu'on a eu dans le service, et c'est pour vous prévenir. D'ailleurs, dans certains foyers de migrants, là actuellement, on a une épidémie. Alors, dans la région rennaise, hein, je sais que vous n'êtes pas tous de la région rennaise, et c'est très bien comme ça, mais juste pour les collègues de la région rennaise, dans certains foyers de migrants, on a une épidémie d'infection à staphylocoque très contagieux et qui provoque comme ça des impétigos disséminés. Donc, c'est intéressant que vous le sachiez aussi. Et vous voyez que là, on peut se faire avoir avec un monkeypox, hein, très, très clairement. Donc, on a eu pas mal de patients avec des lésions palmoplantaires. Donc là, le monkeypox a été éliminé chez ce malade-là, et c'était un impétigo disséminé avec un staphylocoque un peu particulier. Donc, il peut avoir plusieurs diagnostics différentiels. Pour les collègues de la région, enfin rennaise, mais pour les autres aussi, si vous avez ce genre de patience, ça vaut le coup que vous nous passiez un petit coup de fil ou que vous nous envoyiez un message sur Omnidoc, c'est tout à fait possible aussi. Alors, quels sont les critères d'hospitalisation
dans l'épidémie actuelle. Là, c'est la publication qui recensait l'ensemble enfin, à l'époque, hein, en avril et juin, la majorité des cas dans les pays occidentaux. Vous voyez qu'il y avait eu 70 hospitalisations, c'est-à-dire 13% des patients, sachant qu'il y a une partie des malades qui avaient été hospitalisés au début de l'épidémie, vous le voyez ici sur la dernière ligne, pour des raisons d'isolement, au moment où on connaissait, enfin, où on nous disait qu'il fallait hospitaliser tous les malades, parce qu'on nous a dit ça aussi au début, et c'est vrai que nos premiers malades, on les a hospitalisés. Donc ces patients-là, finalement, n'avaient pas de nécessité médicale d'être hospitalisés. Mais j'attire votre attention, votre attention sur ces douleurs, hein, notamment en cas d'atteinte muqueuse, qui sont très importantes, que ce soit les douleurs anorectales ou l'alimentation impossible, c'est tout à fait possible. L'insuffisance rénale, c'était du fait de la déshydratation chez des gens qui avaient justement une restriction alimentaire. Puis il y a bien sûr la surinfection cutanée. On a eu dans cette publication-là 2 myocardites, mais qui n'étaient pas graves, et il n'y avait pas eu de cas de recensés d'encéphalite qui sont arrivés un peu plus tard. Alors, comment on en fait le diagnostic maintenant? Il y a une définition de cas, hein, qui a été faite par Santé publique France, où bien sûr les cas confirmés, c'est les cas qui ont une PCR positive. Les cas suspects, c'est tableau clinique évocateur sans exposition retrouvée, donc pas de voyage bien évidemment, et chez des personnes qui ne sont pas des hommes, qui ont des rapports sexuels avec des hommes, bah, il faut faire un prélèvement si on pense à ça. En cas possible, on va dire tableau clinique évocateur avec exposition au risque d'infection, c'est-à-dire on a rencontré quelqu'un qui était possiblement infecté, ou on a des rapports sexuels avec des hommes avec des partenaires sexuels multiples, mais on peut étendre ça. On a des rapports sexuels avec des partenaires multiples, je pense notamment à tout le monde, mais y compris aux travailleurs du sexe. Bah, là, dans ces cas-là, on va faire un prélèvement, sauf si les signes sont suffisamment évocateurs pour affirmer le diagnostic. Et c'est vrai qu'assez fréquemment, nous, on affirme le diagnostic juste sur la clinique et on ne fait plus de prélèvement. Et le cas probable, bah, c'est que vous avez un tableau clinique évocateur et vous avez été en contact avec un cas prouvé de monkeypox. Bah, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de faire le prélèvement. On est sûr que c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Et donc, on ne fait pas le prélèvement, ce n'est pas la peine. Il va falloir faire une déclaration obligatoire de cette maladie-là, qu'on soit en cas confirmé ou qu'on soit en cas probable. Hein, je vous remets ici le cas probable. Hein, vous voyez qu'on fait quand même la DO. Et ben, on va devoir faire la déclaration obligatoire. La fiche de déclaration obligatoire existe et est accessible sur le site de Santé publique France. Ou sinon, si vous faites sur Google, fiche déclaration obligatoire orthopox virus, c'est le premier truc qui arrive. Et donc, vous pouvez la télécharger pour la remplir et l'adresser à votre ARS préféré. Alors théoriquement, les prélèvements devraient être techniqués dans les établissements de santé de référence. ESR, c'est l'établissement de santé de référence pour le risque épidémique et émergent. Vous savez que sur la métropole, il y a 6 établissements de santé de référence. Nous, on en est un à Rennes. Mais en fait, on peut aussi l'envoyer à notre établissement de santé de proximité. Il y a de plus en plus d'établissements de santé de proximité qui font les diagnostics. Tous les CHU font les diagnostics dorénavant et ce n'est pas la peine de l'envoyer aux ESR. Et il y a beaucoup de centres hospitaliers qui se sont mis à faire les diagnostics. Et puis, on peut même l'envoyer dans un laboratoire de ville avec une liste des laboratoires agréés établis dans chaque région par les ARS. Et selon les régions, il y en a plus ou moins. Théoriquement, le prélèvement doit être adressé en triple emballage dans un laboratoire L3 pour qu'il soit techniqué. C'est un virus coté en risque 3, et donc c'est un virus de classe 3, et donc qui doit être techniqué en laboratoire L3. Donc ça veut dire un centre hospitalier équipé d'un laboratoire L3. Bon, il y a certaines libertés qui sont souvent prises pour ça. Alors, ce que je vous rajoute ici, c'est qu'il faut prévoir les IST quand même. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon sens, on ne pouvait pas considérer le monkeypox comme une maladie sexuellement transmissible à part entière. Elle profite des contacts O3 générés par les rapports sexuels, mais ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible à part entière. Pour autant, ce sont l'immense majorité des gens actuellement en France qui ont une infection à monkeypox ont eu des expositions sexuelles puisqu'ont eu des rapports sexuels avec des partenaires multiples, pas forcément protégés ni par des traitements ni par le préservatif. Et donc, il faut savoir faire un bilan d'infection sexuellement transmissible aussi parce que l'exposition a eu lieu. Et donc, il faut savoir dépister les autres infections sexuellement transmissibles.
Qu'est-ce qu'on va faire pour les patients? Il faut qu'ils soient isolés pendant 21 jours, avec si possible protection des lésions, soit par des vêtements, soit par des pansements. L'hygiène des mains de façon intense, en sachant que l'utilisation des solutions hydroalcooliques est parfois rendue délicate par les lésions elles-mêmes, qui fait que les solutions hydroalcooliques sont très douloureuses. Donc, dans ces cas-là, c'est eau et savon. Et puis, il faut porter un masque chirurgical par le patient. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'excrétion du virus dans les gouttelettes, et donc il pouvait avoir une transmission par ce biais. Et donc, en pratique, on demande au patient de porter un masque. Dans la même ordre d'idée, pour le professionnel qui va voir, on demande au professionnel de porter un masque FFP2 pour se protéger d'une éventuelle transmission aérienne de ce virus-là, qui n'a pas fait sa preuve, mais dont on n'est pas certain qu'elle n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on prend ça. Si on a un contact avec lésions ou l'environnement du patient, ça veut dire ses vêtements, ça veut dire ses draps, ça veut dire ses serviettes de toilette. À ce moment-là, il faut porter des gants et des surblouses qu'on va éliminer tout de suite, puisque je vous ai dit qu'il pouvait avoir une contamination de l'environnement. D'ailleurs, votre patient, si vous l'isolez à domicile et qu'il vit avec d'autres personnes, il faut lui dire qu'il faut qu'il mette tous ses draps à laver à plus de 60 degrés, qu'il dorme bien sûr dans un lit tout seul, serviette de toilette tout seul, vêtements tout seul, et que tout ça sera lavé à fin d'épidémie ou pendant l'épidémie, mais à plus de 60 degrés pour détruire le virus. Je crois qu'on a une question Oui. de Anna Arrojo. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou écrire quelque chose sur le chat? Moi, je ne vois pas la question en fait. Non. Mais... Alors dites-moi. Non, je vous laisse continuer. Comme vous voulez, hein, mais je le vois, mon item J'ai vu. question, mais je ne vois pas de question apparaître. Mais... Ah voilà, c'était la question masque FFP2 ou chirurgical, mais du coup, je pense que vous y avez répondu. Alors pour le patient, c'est un masque chirurgical, Patient. et pour le soignant, c'est un masque FFP2. Alors le traitement, il est symptomatique. Les douleurs, hein, je vous ai dit, les douleurs de l'atteinte muqueuse, la désaffection ou les lésions propres. Pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien puisque vous allez favoriser de façon importante le risque de surinfection bactérienne. On va couvrir les lésions, mais avec du tissu, et il ne faut pas mettre de pommade. Je vous ai montré les lésions post-condyline tout à l'heure. Et puis, il faut penser aux co-infections et des IST. Donc, il faut savoir les traiter, les dépister, bien évidemment, et les traiter. Alors, on a un traitement qui s'appelle le tecovirimat, qui était un traitement qui avait été développé pour la variole, dont, notamment dans une idée de bioterrorisme dû à la variole, etc. C'est un inhibiteur d'une protéine spécifique qui existe chez tous les orthopox, et je vous ai dit que le monkeypox était comme la variole un orthopox. Donc finalement, on s'est dit le tecovirimat, ça doit fonctionner sur le monkeypox. Alors quel est le niveau de preuve de l'efficacité de ce traitement-là? Il est excessivement faible. On n'a que cette étude-là, qui est une étude animale, hein, chez le singe, où on a l'impression qu'effectivement, on peut améliorer les symptômes du singe et du lapin d'ailleurs en donnant du tecovirimat. Bon, il y a très peu d'animaux dans cette étude-là, une petite dizaine de singes, un peu plus d'une dizaine de singes, un peu plus d'une vingtaine de lapins. Il y a quand même des résultats qui sont un petit peu étonnants. C'est que vous voyez que on a l'impression que la durée de traitement, si on traite 10 jours, finalement, ça ne marche plus par rapport au placebo, alors que si on traite 7 jours et 5 jours, ça marche. Bon, c'est peut-être juste une question de puissance de l'étude, puisqu'il y avait très peu d'animaux concernés, mais le niveau de preuve de l'intérêt du tecovirimat est quand même très faible. Par contre, on a un substratum théorique qui est assez intéressant, c'est qu'in vitro, c'est effectivement une molécule qui inhibe très fort la multiplication du virus par inhibition de cette protéine qui est très importante à la création des nouveaux virions une fois formés, hein, pour qu'ils émergent à l'extérieur de la cellule infectée. Mais le niveau de preuve d'intérêt est très faible, qu'une étude animale, pas d'étude chez l'homme, en tout cas d'efficacité. Par contre, dans ce même travail, le tecovirimat, enfin la tolérance du tecovirimat était évaluée et on ne trouvait pas de différence par rapport au placebo. Donc, sur un peu plus de 350 adultes, donc c'est pas si mal que ça, et on a l'impression que c'est une molécule qui est plutôt très bien tolérée par contre. Donc notre idée, c'était le tecovirimat, pas pour tout le monde, puisqu'on a quand même
un niveau de preuve d'efficacité qui est quasiment inexistant, et puis on a un recul sur l'utilisation de cette molécule qui est là aussi excessivement faible. Mais dans les formes graves de monkeypox, bien évidemment, administrer du tecovirimat se justifie, et c'est aux cliniciens en charge des patients qui vont décider à partir de quand on considère que la maladie est suffisamment grave. Par exemple, on a, nous, traité des monkeypox avec surinfection bactérienne qui font partie des définitions de formes graves. On n'a pas considéré que c'était la maladie virale qui était grave, mais que c'était la surinfection bactérienne. Donc, ils n'ont pas eu de tecovirimat. Par contre, on a traité un patient par tecovirimat qui avait une éruption assez importante et qui était immunodéprimé pour une chimiothérapie. Donc, on s'est dit, bah là, ça vaut peut-être le coup. Vous voyez, donc c'est à nous de choisir à chaque fois si on considère que c'est une infection grave ou pas. On a quelques questions sur le chat justement concernant le traitement. Par rapport à la douleur, Ouais, justement, si les lésions sont très très douloureuses, on peut monter ouais. jusqu'à Ah bah, jusqu'au morphinique, hein. On a eu des gens à jusqu'au qui on a médecin. été obligés de mettre des morphiniques parce qu'ils avaient des douleurs, notamment anales, absolument atroces. Et donc, on était obligé d'aller sur des morphiniques à très forte dose, hein, pour les soulager. Ouais. Ça peut aller jusque-là sans problème. Ouais. Pour les lésions cutanées, on peut donc pas de pansement sans pommade, mais on peut mettre des antiseptiques simples. Il faut Oui, qu'ils oui, soient oui, oui. Ça peut être tout à fait un peu comme sur la varicelle, alors pas de façon systématique, vous voyez, parce que l'évolution pustuleuse, la différence avec la varicelle, c'est que l'éruption pustuleuse, elle est normale. Et elle n'est pas, elle ne, comment dire, elle ne dit pas qu'il y a une surinfection bactérienne. Contrairement à la varicelle, par exemple. Si vos lésions ont clairement une évolution pustuleuse, c'est qu'il y a probablement une surinfection au moins de cette lésion-là sur laquelle on peut mettre de l'antiseptique. Sur le monkeypox, l'évolution pustuleuse est normale. Donc, ce qui va nous faire penser qu'il y a une surinfection bactérienne, c'est qu'il y a de la dermohypodermite autour de cette lésion pustuleuse. Un peu comme la photo que je vous ai montrée du patient qui avait la dermohypodermite pelvienne sur les lésions péniennes. Là, on voyait bien que la peau périphérique était très inflammée. Mais l'évolution naturelle de la lésion, c'est que ça devient une pustule. Ça ne veut pas dire qu'il y a une surinfection bactérienne. Donc, je ne vois pas apparaître afficher les questions. Moi, je suis désolé, donc je ne peux pas D'accord. vous aider. Je ne sais pas pourquoi. Je les vois On pas. pose la question aussi, est-ce qu'un patient avec une lésion isolée sera moins contaminant qu'un patient qui a de multiples lésions? Oui, évidemment, puisque je vous ai dit il y avait une possibilité de transmission par voie respiratoire, mais encore une fois, cette voie-là paraît vraiment marginale. Et la plus grosse partie de la transmission, c'est par contact direct au contact des lésions. Donc, bien sûr, plus vous avez de lésions, plus vous risquez d'être en contact avec ces lésions. Ce qui nous fait dire que la transmission par voie respiratoire est modeste, c'est qu'on a eu pas mal de cas de patients qui ont eu un diagnostic assez tardif. Je vous ai parlé de l'histoire des Portugais du Portugal qui rétrospectivement s'est dit bah mince, les patients qui étaient malades en avril, ça devait être du monkeypox. En fait, ces patients-là n'ont pas contaminé les personnes avec lesquelles elles vivaient et avec lesquelles elles n'avaient pas de contact intime. Donc, elles vivaient dans un même environnement clos, dans une même maison, et elles ne les ont pas contaminées. Elles n'ont contaminé que les personnes avec lesquelles elles avaient des contacts intimes, c'est-à-dire je dors avec elles, qu'on ait ou pas des rapports sexuels d'ailleurs, c'est pas la question, ou je fais un câlin à mon enfant, parce qu'il y a des enfants vaccinés, alors que j'ai quelques lésions qui sont modestes, vous voyez. Donc c'est vraiment des lésions, des contacts intimes, et si on n'a pas de contact intime, il n'y avait pas de transmission au sein du foyer. Donc c'est ce qui nous fait dire que cette transmission-là est possible, hein, c'est sûr, mais elle est probablement très modeste en termes de poids épidémique. Enfin, en tout cas, on pense, on n'est pas sûr, hein, il faut rester humble, c'est le début de l'épidémie quand même, mais bon, on a 60 000 personnes là pour l'instant, donc on commence à avoir du recul, quoi. Alors, justement, par rapport à une question épidémiologique, comment explique-t-on que l'infection ne touche que les hommes? Mais pour l'instant, vraiment, il y a eu une conjonction de choses, c'est-à-dire, encore une fois, c'est une maladie qui se transmet par contact étroit, et par contact, allez, on va dire que contact intime, peau à peau, voilà. Euh, donc, les premières personnes qui ont été touchées étaient des personnes qui avaient des rapports sexuels avec des partenaires multiples. Donc, c'est
pour ça que ça a eu cette connotation infection sexuellement transmissible. Et en fait, c'était des hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes. Il se trouve qu'au mois d'avril et au mois de mai, il y a eu beaucoup d'événements, Gay Pride, Match des Ferté, etc., beaucoup de festivals LGBT qui ont fait la diffusion de la maladie au niveau international, puisque il y a les personnes qui assistent à ces événements, à ces festivals-là ou à ces marches de fierté et manifestations-là, voyagent pour aller justement à ces manifestations. Et donc, il y a eu une diffusion internationale. Et il se trouve que ça a été au début des hommes qui avaient des rapports sexuels qu'avec des hommes. Et donc, c'est pour ça que ça a diffusé au sein des hommes qui n'avaient des rapports sexuels qu'avec des hommes. Et donc, ça a fait tache d'huile comme ça parce qu'on a malheureusement été victime, c'est pas le bon terme, mais l'épidémie a profité de ces manifestations de la communauté gay finalement pour diffuser. Et en fait, très vite, à ce moment-là, ça a été comment dire, identifié finalement, parce que vous avez vu les premiers cas, c'est avril, et finalement, dès le mois de mai, il y a l'alerte. Donc très vite, il y a une alerte qui est faite, ce qui a permis très vite aux personnes qui s'exposaient de mettre en place des mesures de prévention. Je vais parler juste après du vaccin, mais il y a eu aussi un excellent travail de l'immense majorité des associations gays et LGBT pour promouvoir des mesures de réduction des risques et notamment de réduire le nombre de partenaires sexuels alors que l'épidémie était en train de flamber. Et c'est probablement ça aussi qui a permis de la casser complètement et qu'elle ne diffuse pas en dehors de cette communauté. En fait, c'est probablement ça. Grâce à des mesures de prévention très rapidement mises en place. Enfin, diffuse pas trop, parce que 60 000 personnes, on ne peut pas dire que ça n'a pas diffusé, mais finalement, on a l'impression que ça s'arrête assez vite grâce à ces mesures-là. Il y a des questions qui remontent, notamment par rapport à la prise en charge. Finalement, on hospitalise les patients, pas tous les patients, que les formes bénignes qui s'isolent chez eux. S'il y a une grosse surinfection bactérienne, là, il y a indication à hospitalisation. Est-ce que dans l'entre-deux, s'il y a une petite surinfection bactérienne, Bien sûr, non. est-ce qu'on fait quand même une antibiothérapie en ville ou on adresse quand même, on passe la main? Là, pour le coup, il faut vous faire confiance. Vous faites comme d'habitude. C'est-à-dire que vous hospitalisez parce que votre patient, vous le trouvez grave, quoi. Vous voyez, là, faites-vous confiance, vous êtes expert là-dedans. Donc, si vous avez une surinfection bactérienne, une dermohypodermite, mais qu'elle vous semble tout à fait traitable par voie en ambulatoire, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le monkeypox sur cette seule dermohypodermite, vous traiteriez le patient en ambulatoire, vous faites pareil. Ce n'est pas parce que c'est une surinfection d'un monkeypox que vous allez devoir plus hospitaliser. Donc là, vous vous faites confiance. C'est en fonction du niveau d'intensité et du retentissement de votre dermohypodermite que vous allez hospitaliser les personnes, en fonction du terrain, enfin comme vous faites d'habitude, quoi. Il n'y a pas de spécificité des critères d'hospitalisation par le monkeypox, si ce n'est peut-être des critères épidémiologiques avec des gens pour lesquels la mise à l'isolement à la maison va être très compliquée, etc. Bon, on peut discuter ça, mais sinon c'est les mêmes critères. D'accord. Justement, vu qu'on est sur la surinfection, on me pose la question, quels sont les germes majoritairement de la Staphylocoque et surinfection? streptocoque. Staphylocoque et streptocoque, donc en termes de traitement antibiotique, il faut viser ces deux micro-organismes-là. Alors, l'une des très bonnes idées, c'est la pristinamycine, qui marche très bien. Vous savez, alors là, je prends une autre casquette infectiologique, mais vous savez qu'il a été défini en 2015 et mis à jour l'année dernière, enfin en début de cette année plus exactement, ce qu'on appelle les antibiotiques critiques, qui sont des notions qui sont pas tout à fait, enfin, qui n'ont pas beaucoup diffusé dans la population médicale, mais ce sont les antibiotiques qui sont générateurs de grandes résistances bactériennes, avec l'arrière-pensée de se dire, à chaque fois que je souhaiterais utiliser un antibiotique critique, il faut que je me pose la question de l'alternative. Et les antibiotiques critiques, c'est quoi? C'est Augmentin, céphalosporine de 2e et de 3e génération, qu'elles soient injectables ou par voie orale, et fluoroquinolone. Donc, quand on pense à une dermohypodermite, une surinfection, un abcès
L'amoxicilline acétylclavulanique peut arriver assez vite dans l'esprit, parce qu'effectivement, ça marche sur le pneumocoque, sur le streptocoque, pardon, sur le pneumocoque aussi d'ailleurs, mais là on s'en fiche, sur le streptocoque et sur le staphylocoque. Mais comme c'est un antibiotique critique, il faut trouver une alternative. Donc la pristinamycine en est une excellente. Vous avez la clindamycine qui en est une autre aussi. Voilà. Je suis vraiment désolé, hein, je ne vois pas apparaître les questions, je ne Oui, sais pas non, pourquoi. mais je vais les réapporter. Est-ce qu'il y a des patients qui sont décédés enfin, les patients qui sont morts au Portugal, est-ce qu'ils ont eu le C'était en Espagne. teco, En Espagne. je vais arriver à le dire, le traitement spécifique? Alors, ils ont eu le tecovirimat, ouais. Voilà, ils l'ont eu. D'accord. Alors, après, c'est très difficile, vous savez, pour les infections virales. Au-delà de l'efficacité intrinsèque de la molécule, et c'est ce que je dis là est très vrai aussi pour le Covid, euh, c'est le moment où on introduit le traitement. Les infections virales, hors particularité d'infections virales chroniques, je pense au VIH, je pense à l'hépatite B, je pense à l'hépatite C, mais en dehors de ça, pour les maladies aiguës virales, plus vous introduisez le traitement tard, moins il a de chances d'avoir le moindre intérêt. Et alors, je ne connais pas bien les cas des 2 patients qui sont décédés en Espagne, mais il suffit que le tecovirimat ait été introduit un peu tardivement. euh, et si c'est le cas, bah, il nous est impossible d'évaluer l'efficacité du traitement à ce moment-là, parce que quand on introduit un traitement antiviral pour une maladie virale aiguë trop tardivement, de toute façon, même si c'est le meilleur médicament du monde, ça ne marchera pas. C'est trop tard parce que l'infection virale est trop installée, elle a déjà fait trop de dégâts, c'est plus possible. Alors, je ne suis pas en train de défendre le tecovirimat coûte que coûte, parce que, encore une fois, je crois vous l'avoir montré que le niveau de preuve est quasiment inexistant. Et moi, il y a un intérêt théorique à cette molécule-là, mais je ne peux pas vous dire si ça a la moindre efficacité. Clairement, j'en sais rien du tout. Je ne crois pas que quelqu'un sache si ça a la moindre efficacité. Il est possible que ça ait une efficacité, voilà. Et de quel niveau, j'en sais rien. Mais voilà, il y a aussi ça à analyser. Comme les patients sont arrivés à l'hôpital assez tard en Espagne, il est possible que de toute façon la maladie ait été trop installée pour qu'on fasse quoi que ce soit. Voilà. Mais ils ont eu du Dernière petite question sur le traitement. On parlait de mettre des paliers 3 en cas de lésions hyper douloureuses. Est-ce que des patchs EMLA, par exemple, ou de la crème EMLA sur les lésions génitales, ça Bah vous ouais, ça paraît va correct? marcher, mais ça ne va pas marcher très longtemps, et puis vous allez macérer le truc et vous favorisez énormément la surinfection. Mm. Donc je suis pas sûr, Est-ce le rapport bénéfice-risque, oui, il me paraît pas forcément évident. est-ce que au niveau du lieu de vie de la personne, est-ce qu'on utilise un désinfectant particulier? Pour l'environnement, vous voulez dire? Oui, au niveau Il est hospitalier ou recommandé, lieu d'hébergement? ouais, il est recommandé de nettoyer juste après usage et les toilettes et les lavabos avec de l'eau de Javel, mais je suis pas sûr que c'est le moindre intérêt, mais c'est ce qui est recommandé de faire. Et quand on parlait de facteurs de surinfection, est-ce que justement il y a des facteurs de risque, alors Le des nombre de facteurs de lésions. risque des facteurs de forme profuse? Alors Bah, c'est ce que je, la question c'est immunosuppression systémique, point d'interrogation, systématique, point d'interrogation. ouais, bah, c'est ce qu'on Évidemment, disait ouais. avant. Là, là, on ne peut s'aider que de ce qu'on connaissait avant cette épidémie-là. On disait les enfants avaient beaucoup plus de formes florides que les adultes. Mais encore une fois, avec le bémol, c'est est-ce que les médecins ne voient pas plus les enfants que les adultes? Vous voyez, c'est juste ça. Et puis peut-être que les enfants qui n'ont pas de forme floride, on ne les voit pas du tout. Et donc voilà. Mais c'était les enfants et les femmes enceintes et les immunodéprimés. Alors nous, sur l'épidémie qu'on a actuellement, ça touche essentiellement des personnes en très bonne santé et des adultes jeunes, des hommes jeunes, hein, 95% d'hommes au niveau international, 98% au niveau français, des hommes jeunes en bonne santé. Mais certains d'entre eux vivent avec le VIH, mais la plupart sont parfaitement équilibrés de leur maladie VIH, et donc on ne peut pas les considérer comme immunodéprimés. Et donc dans cette épidémie-là, on n'a pas retrouvé de facteurs de risque particuliers de formes florides. Il y a des gens qui font des formes florides et d'autres non, sans facteur de risque particulier. Et l'infection par le VIH ne semble, en tout cas
lorsqu'elle est bien équilibrée, ne semble pas être un facteur de risque. Après, c'est logique de penser que l'immunodépression est un facteur de risque de forme floride. C'est logique. Est-ce que les INS aggravent l'infection? Probablement, je ne peux pas vous le dire avec certitude parce que comme on a dit d'emblée qu'il ne fallait pas mettre d'INS, les gens n'ont pas d'INS. Donc voilà, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est une prévention réflexe, j'ai envie de dire. Comme on sait que les INS, pour n'importe quelle autre lésion cutanée, augmentent le risque de surinfection bactérienne, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas différemment, enfin que ça ne fasse pas pareil. D'accord. Et C'est pas concernant aussi- les prélèvements, on avait Oui, une question. Pourquoi est-ce que le virus doit être analysé en labo L3 alors qu'il n'y a pas tant de formes graves ou de décès? parce que c'est l'Europe qui le dit. C'est la réglementation européenne. Ça a été toute une vraie question au début parce que, comme je vous le disais, le gros diagnostic différentiel, c'est la varicelle. Vous êtes d'accord? Et en fait, ce qu'on aurait aimé faire au début, c'est on regarde la varicelle. Si c'est pas la varicelle, on regarde le monkeypox. Et nous, nos premières suspicions, on se posait la question entre varicelle et monkeypox et on aurait aimé faire ça pour que ce soit plus simple. Mais en fait, c'est pas possible parce que la recherche de varicelle se fait dans un laboratoire L2, alors que la recherche de monkeypox se fait dans un laboratoire L3. Et donc, à partir du moment où on pense que ça peut être du monkeypox, on doit tout techniquer en laboratoire L3. Donc, ça alourdit énormément les choses. Donc, on a essayé au Haut Conseil de santé publique notamment et à l'AHS de voir si on ne pouvait pas dégrader le monkeypox en niveau 2 parce que sur cet argument que vous venez de dire, on n'a vraiment pas l'impression que ce soit un gros problème en pratique. En tout cas, pas d'une dangerosité extrême et qui ne justifie pas d'aller en L3. Mais en fait, on n'a pas le droit parce qu'il faudrait que ce soit fait au niveau européen, puisque comment dire, la classification des agents pathogènes et de leur dangerosité est faite au niveau européen. Donc, ça aurait été un bordel sans nom. Bon, d'autres pays qui sont moins à cheval sur les réglementations que nous s'emmerdent pas, hein. Alors, Ouais. je pense que vous allez sûrement revenir sur les indications vaccinales dans la suite de la Ouais, présentation. Donc, je pense que oui, oui. c'est les questions qui tombent là-dessus. Donc, je pense On qu'on peut avance continuer. alors. Alors, quelles sont les indications du Tecovirimat? Bah, je vous ai dit, c'est que les adultes et les enfants de plus de 13 kg, parce qu'on n'a aucune donnée de tolérance chez les enfants de moins de 13 kg. Vous avez les posologies en fonction du poids. Alors, de toute façon, je vous les donne là, mais le Tecovirimat, vous imaginez bien, c'est un traitement à prescription hospitalière pure et infectiologique pure. Bon, pour la petite histoire, c'est que le Tecovirimat c'est un médicament d'exception, donc il n'est présent que au ministère, et donc il faut qu'on fasse une demande en 14 exemplaires pour avoir du Tecovirimat. Et donc en fait, on l'a au bout de 5 jours. Et je vous disais tout à l'heure que pour avoir le Tecovirimat, plus on donne un médicament antiviral vite, mieux c'est. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais on essaie d'améliorer les choses. On n'a pas réussi à en avoir en stock dans chaque CHU, par exemple. Ce qui aurait été la bonne idée, quoi. Était la bonne idée, c'est que chaque CHU a un stock de Tecovirimat et les infectiologues du coin réfléchissent ou pas. 14 jours de traitement et c'est un inducteur enzymatique, donc faire attention aux interactions médicamenteuses. Je vous le mets plus pour information que pour le retenir, puisque de toute façon, ce sera vraiment de la responsabilité de vos infectiologues préférés de là où vous travaillez. Alors justement, le vaccin. Donc il y a 2 vaccins qui existaient avant et qui sont des vaccins contre la variole, puisque on sait que la variole présente un risque de bioterrorisme. On sait qu'il existe des souches vaccinales dans les laboratoires au moins en Russie et au moins aux États-Unis. Et donc qu'il y a un plan variole qui existe en France, qui est d'ailleurs en cours de reformatage au Haut Conseil de santé publique actuellement. Et donc, il a été développé des vaccins c'est les deux mêmes en fait, hein, c'est les deux mêmes. Enfin, il y a des tout petits détails d'excipients, mais sinon, ce sont les deux mêmes avec Imvan. Alors, j'arrive jamais à le prononcer, mais bon, vous pouvez lire en Europe et donc en France, qui a eu la même en 2013 pour l'immunisation contre la variole des adultes en situation exceptionnelle. Donc, c'était vraiment bioterrorisme. Et puis aux États-Unis, depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus mis la date et j'avoue que j'ai un petit trou, mais je crois que c'est 2018, le Jynneos. Donc non, 2015.
qui est aussi un vaccin contre la variole, qui a aussi l'indication de la prévention contre la variole, mais également du monkeypox. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y avait eu une épidémie en 2003. Et donc, ce sont des vaccins de 3e génération, non réplicatifs, à partir du virus vivant de la vaccine souche Ankara, vaccine qui est un autre orthopox et qui nous servait à la vaccination contre la variole. Alors, la variole, vous savez qu'il y avait eu 2 autres générations de vaccins auparavant. La première génération de vaccins qui découlait quasiment de la vaccine, qui était un médicament qui avait énormément d'effets secondaires, y compris graves, puisqu'il était possible d'avoir des encéphalites post-vaccinales. La deuxième génération, qu'on appelait le Daivax, qui lui aussi pouvait avoir des effets secondaires, notamment cutanés, avec des suppurations chroniques, etc., etc. Et puis donc cette troisième génération de vaccins, qui eux ont un profil de tolérance nettement meilleur que ces deux-là. Alors, quelles étaient les données de preuve d'efficacité de ces vaccins? Alors, la difficulté, c'est que ces vaccins ont été développés à un moment où il n'y avait plus la maladie contre laquelle ils étaient développés. Donc, c'est compliqué d'avoir des informations et une idée très précise de l'efficacité de ces vaccins. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ces études animales, donc là, contre le monkeypox, et de voir quelles sont l'efficacité en utilisant donc ces vaccins de 3e génération contre le monkeypox. Et vous voyez que là, c'est la lésion qui va être provoquée en fonction du vaccin qu'on a reçu, soit 2e génération, soit 3e génération. Et vous voyez que si on a des vaccins de 3e génération, les singes qui étaient exposés, puisque c'était une étude faite sur 12 singes, les lésions étaient beaucoup plus petites que s'ils n'étaient pas vaccinés ou s'ils avaient un vaccin d'autre génération. Donc voilà un premier niveau d'efficacité du vaccin, mais vous voyez que le niveau de preuve n'est pas très intéressant et pas très probant. Deuxième niveau de preuve, autre étude 4 ans plus tard, qui est faite là sur le monkeypox aussi, avec des challenges selon qu'on les vaccine ici ou pas. Et vous voyez la mortalité ou l'atteinte due au monkeypox. Et là, on voit effectivement qu'une grosse probabilité, mais pas tous, des singes sont protégés grâce à ce vaccin-là contre la maladie monkeypox une fois qu'elles étaient inoculées, mais pas tous. Donc voilà un peu le niveau d'efficacité chez l'animal en efficacité clinique. Maintenant, chez l'homme, on a quelques données quand même d'immunogénicité. L'immunogénicité, c'est quoi? C'est finalement quelle est la réponse anticorps après injection de ce vaccin-là chez des sujets sains ou des sujets immunodéprimés, en l'occurrence ici le VIH. Et ce qu'on voyait, c'est que 7 à 14 jours après la première injection, on avait en gros 70% des personnes qui avaient une réponse vaccinale qui restait aux alentours de 60-70% à 28 jours après la deuxième injection. Donc des réponses vaccinales qui étaient, en tout cas des réponses anticorps qui étaient présentes, mais qui n'étaient pas voilà, aux alentours de 70%. Mais par contre, quand on faisait une deuxième dose, là, on arrivait avec des taux de réponse qui étaient beaucoup plus importants. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est que le taux tout à l'heure, sur la première dose, je vous ai dit qu'il y avait un taux de réponse qui était bon. Mais en fait, regardez le taux d'anticorps. Le taux d'anticorps, finalement, on est ici, après la première dose. Donc, c'est le taux d'anticorps faible. Et quand vous faites une deuxième dose, vous voyez que vous avez une réponse anticorps qui est beaucoup plus importante. Donc ça, on voit bien que oui, il y a une réponse anticorps après une première dose, mais elle est quand même assez modeste et que cette réponse anticorps va être largement boostée par une deuxième injection de ce vaccin-là. Et donc c'est pour ça que les deux injections paraissent intéressantes, même si je n'ai pas de données cliniques pour vous dire déjà si ça marche vraiment, et deuxièmement, si finalement le taux d'anticorps qu'on voit avec la première dose ne serait pas suffisant. C'est vrai que ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, quelles sont les recommandations vaccinales? Il y a deux stratégies, la vaccination préventive ou pré-exposition. C'est de vacciner les gens qui sont à risque d'exposition du monkeypox. Donc, c'est ce qu'on disait, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes qui ont des rapports sexuels avec partenaires multiples, quel que soit leur sexe, les personnes travailleurs ou travailleuses du sexe, et les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux, donc officiel ou pas. Donc ça, c'est la vaccination préventive avec les populations qui sont concernées par ces recommandations. Il y a une deuxième vaccination qui est ce qu'on appelle la vaccination réactive ou post-exposition. Si on a été en contact avec quelqu'un qui était positif, administré au mieux dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard. Je vous avoue que cette vaccination réactive, moi, m'avait laissé
quelque peu dubitatif puisque la réponse anticorps n'apparaît pas avant J14. Or, l'incubation, elle est de 10 jours. Bon, elle me paraissait un peu dubitative alors que la vaccination préventive me paraissait très intéressante. Le schéma vaccinal, c'est qu'on fait qu'une seule dose si on a eu un antécédent de vaccination contre la variole. Donc en gros, c'est si on est né avant 1975 ou jusqu'en 1975 en France. 3 doses pour les patients immunodéprimés qui n'ont pas été vaccinés, sinon on fait 2 doses. Et pour tous les autres, c'est 2 doses avec espacées d'au moins 28 jours. Alors, depuis la crise, on a aussi le vaccin américain qui a eu l'autorisation d'être mis sur le marché européen alors qu'il n'a pas fait d'études en Europe, contrairement à Imvanex. Mais ce que je vous ai dit, c'est que c'est quasiment les mêmes en fait. C'est quasiment les mêmes, donc on peut tout à fait les interchanger, c'est-à-dire faire la première dose avec l'un et la deuxième dose avec l'autre, sans aucun problème. Vous pouvez aussi associer d'autres vaccins avec celui-là, sans aucun problème. Et ils peuvent être utilisés chez les immunodéprimés. On voit souvent que c'est marqué vaccin vivant, mais c'est un vaccin à virus entier, mais non réplicatif. Donc un virus qui ne se réplique pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme vivant. Donc on peut le faire chez les immunodéprimés sans aucun problème. Donc voilà les indications vaccinales contre le monkeypox. J'imagine que vous avez des Concernant, questions. oui, concernant le schéma vaccinal, avec un patient qui a déjà fait une première dose, qui aurait dû avoir du coup un rappel il y a le 6, il y a quelques jours. Quel est le délai acceptable entre les injections? Il n'y a pas de délai. Il faut au moins 28 jours d'attente, mais après, si c'est 6 mois d'attente, c'est pas grave. D'accord. On ne perd pas le bénéfice de la première dose. Non, 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 vous perdrez pas. Ben non, parce que regardez d'ailleurs, quelqu'un qui a eu une dose de vaccination contre le variole, vous lui faites qu'une seule dose de ce vaccin-là, ce qui montre qu'en fait, l'écart entre les 2 doses n'est pas important. Vous avez une réponse anamnestique qui est très intense. Donc, il n'y a pas de délai, si ce n'est respecter les 28 jours. Mais au-delà, par contre, on s'en fiche. D'accord. Est-ce que les vaccins sont accessibles facilement en ville, en pharmacie? Non. Non, mais vous savez qu'on est un pays assez formidable où tout est toujours très hospitalo-centré. Et donc pour l'instant, il y a quelques régions, et j'ai vu qu'il y avait des inscrits de la région Rhône-Alpes et de la région parisienne, où il y a eu des pharmacies qui étaient expérimentales pour essayer de la vaccination en officine. En Bretagne, en Ille-et-Vilaine, on va essayer enfin, l'ARS on essaye de faire ça, mais il n'y aurait que 3 pharmacies concernées. Bon. Donc pour l'instant, les vaccins, sauf ces pharmacies expérimentales, comme je vous l'ai dit, sont conservés aux pharmacies à usage interne des CHU et qui les envoient dans les CH. Je ne sais pas Bien. pourquoi on est toujours obligé Oui, de, oui. de compliquer les choses, mais vous pouvez vous réjouir parce qu'il y a tout un truc hyper chiant à remplir quand on vaccine quelqu'un. Voilà. J'ai une question. En effet, est-ce qu'il existe un risque d'émergence d'autres orthopoxvirus qui pourraient être plus virulents que Alors celui-là? le Copox existe ici, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il émerge maintenant alors qu'il n'a jamais émergé. Donc c'était essentiellement le monkeypox. La grande inquiétude qu'on a, et qu'on a eue mais qu'on a encore, c'est la possibilité de l'installation d'un réservoir animal hors Afrique. C'est qu'il a été documenté la transmission à un chien d'un malade. Hmm. Le chien a été infecté. Et donc, il y a une vraie question qui est celle de l'installation d'un réservoir animal ici. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et si c'était le cas, eh ben, la maladie pourrait devenir endémique ici, en fait. Alors après, je vous ai montré les courbes, hein. On a l'impression que l'épidémie diminue de façon très rapide. Après, c'est difficile de dire de comment elle va évoluer quand même, hein. Là, moi, je ne m'engagerai pas là-dessus. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, les marqueurs sont très rassurants. Les indicateurs sont rassurants. Mais est-ce qu'elle ne va pas s'installer de façon durable dans la population? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'elle ne va pas avoir des poussées épidémiques comme ça? C'est tout à fait possible. La vaccination au début a eu un accueil très favorable, c'est-à-dire que les gens
nous appelaient et nos secrétaires quand je dis nous, hein, je ne parle pas des secrétaires Rennes, hein, c'est de n'importe quel centre de vaccination en France. Et notamment, on a beaucoup discuté avec les collègues de Bichat et de la Pitié, ça a été l'enfer absolu pour eux. Il y avait des afflux d'appels de personnes qui voulaient se faire vacciner à juste titre, hallucinantes au mois de mai, juin, juillet. Et puis depuis, tout s'écroule, il n'y a plus de demande. Donc, on peut imaginer que les personnes qui sont le plus vaccinées initialement, c'était les personnes qui se considéraient comme étant le plus exposées, et que d'autres, ne se considérant pas comme étant très exposés, ne se sont pas vaccinés, que maintenant on a éclusé le nombre de personnes qui se considéraient comme très exposées, et que donc la maladie va réapparaître à bruit un peu plus faible dans les lieux de consommation sexuelle, les lieux échangistes, tout ça, c'est tout à fait possible. Et puis de là, dans la population générale, au bout d'un moment, c'est tout à fait possible, mais c'est possible aussi que tout s'arrête d'un coup. Là, pour l'instant, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour nous dire. Ce qu'on peut juste dire, c'est que les marqueurs épidémiologiques sont actuellement tous à la baisse, et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on n'est pas du tout dans un cadre où on devrait anticiper sur, par exemple, la vaccination de professionnels de Ah non, santé ou du milieu médico-social encore une fois, la transmission, c'est le contact intime, hein. Donc, à partir du moment où les professionnels de santé mettent en place des mesures barrières efficaces, vous avez des lésions cutanées, vous les touchez qu'avec des gants, voilà. Là, le risque de transmission, il est infinitésimal. Je vous ai expliqué que le risque par voie respiratoire, à mon sens, il existe, hein, certainement, mais il doit être très marginal et très très faible. Parce qu'encore une fois, hein, les patients qui vivaient avec d'autres personnes dans leur logement, ces personnes qui n'avaient pas de contact intime avec elles, elles n'ont pas été contaminées, hein. Alors qu'elles ont eu plusieurs jours d'exposition, elles ont mangé ensemble, elles ont, vous voyez, elles n'ont pas été contaminées. Donc, cette transmission-là, elle est très modeste. Et donc, la vaccination des professionnels de santé, elle ne me paraît pas légitime. Moi, je ne suis pas vacciné, par exemple. Pourtant, j'en ai vu celle pas des mal. enfants, par exemple, devant leur... Pardon. Non, je vous laisse terminer. Non, mais j'en ai vu pas mal, mais je ne suis pas vacciné. Et à aucun moment, je me suis posé la question de me vacciner. Oui, parce que je ne me considère pas Et à risque. il n'y a pas d'optique non plus dans la perspective de vacciner les jeunes enfants parce ils auraient un profil plus à risque statistiquement. Ça Bah non, reste à parce que là, pour confirmer. l'instant, épidémiologiquement, vous l'avez vu, hein, il y a un poids du contexte épidémiologique qui écrase tout le reste, hein. En Mm. France, 98% des patients sont des hommes, et 95% sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Enfin, le déclarant, c'est-à-dire, je ne sais pas les 5% autres. En sachant qu'une bonne partie de ceux-là aussi, en fait, ont des rapports sexuels avec des hommes et ne le déclarent pas. Donc, il y a un poids épidémiologique là qui est quand même énormissime, hein. Euh, donc pour l'instant, il faut en rester là. Alors, on va se heurter par contre, parce que je vous ai dit actuellement que le Haut Conseil de santé publique réfléchit à une nouvelle définition du plan variole au niveau national. Et l'une des questions qui existent, c'est est-ce qu'il ne faut pas revacciner la population? Euh, pour la petite histoire, hein, le Haut Conseil de santé publique a été saisi le lendemain du début de l'attaque russe en Ukraine. Donc je ne sais pas quelle sera. Là, je fais plus partie du groupe, donc je ne sais pas quelle sera je ne sais pas où en sont les discussions et quelles sont les discussions, mais il pourra avoir aussi la question de la vaccination, c'est les mêmes vaccins, mais pas pour le monkeypox, pour, euh, pour le risque variolique, quoi. Bon, je pense pas, hein, franchement, je pense pas. Mais... Bien. D'autres questions? Non, vous venez de répondre du coup. C'est vraiment pas pourquoi j'avais pas vision des questions, moi. Alors, bah voilà ce que je voulais vous dire en fait, hein. Donc oui, il y a une nouvelle épidémie dont on ne sait pas encore jusqu'où elle va aller.
Il y a des questions qui restent en suspens. Est-ce qu'il y a un réservoir animal qui va s'installer? Est-ce que l'épidémie va rester présente dans la population européenne et nord-américaine maintenant dorénavant? Est-ce que le virus s'est installé sur nos territoires? On n'en sait rien. Ce qu'on peut savoir quand même, c'est qu'il y a une très très faible mortalité, quasiment infinitésimale. La maladie peut être handicapante, c'est vrai, mais que la majorité des formes sont relativement bénignes quand même. Par contre, il faut faire attention à la stigmatisation, encore une fois, malheureusement. Et c'est le fait d'avoir des partenaires sexuels multiples qui exposent au risque. C'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels avec homosexuels qui exposent des risques, c'est le fait d'avoir des partenaires sexuels multiples. La prévention est très intense est très importante avec la vaccination et la réduction des risques en diminuant son nombre de partenaires sexuels. Et puis, au-delà de ça, hein, au-delà de tout ce que je vous ai dit, mais on l'a vu avec la Covid, vous avez peut-être aussi entendu parler, il y a eu une alerte de la DGS la semaine dernière qui alertait sur l'augmentation importante du nombre de cas de dengue et de virus chikungunya autochtone en France métropolitaine, notamment dans la région sud. Voilà, on est dans un monde où l'émergence va devenir, non pas le quotidien, mais va devenir assez fréquent, puisque on est un monde interconnecté, avec des relations interhumaines et intercontinentales importantes, et puis une pénétration toujours plus profonde des milieux naturels, des écosystèmes euh, desquels on était absent jusqu'alors, et donc l'émergence va être, non pas la règle, mais ne va plus être rare. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Et là, le monkeypox, ça témoigne de ça, hein. Si pour mon établissement, j'ai fait un petit listing pour quelques jours, enfin un truc, mais un petit listing des émergences, hein, mais si vous regardez finalement les 40 dernières années, hein, 83 le VIH, 91, alors, 88, il y a eu l'HTLV, mais c'est un autre, bon. 91, l'hépatite C, la résistance bactérienne à partir des années 2000, 2003, la grippe aviaire, 2003, le SARS, 2009, la grippe pandémique, 2012, chikungunya, euh, 2012, le SARS-CoV-2, 2014, Zika, 2014, Ebola, en République centrale, enfin en RDC. Et puis bien sûr 2002 le Covid, 2000, 2020 pardon le Covid, 2022 le monkeypox. Voilà, la liste est importante et donc ce sera habituel quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'en profite pour vous relayer quelques questions juste par rapport aux lésions. Est-ce qu'il y a un pansement particulier que vous conseillez? Juste de Pansement recouvrir sec. avec un pansement simple, Ouais. sec. Ouais. En fait, elle va évoluer si on y enfin, sans qu'on n'y fasse rien, elle va évoluer vésicule, pustule, croûte, et ça va disparaître. Ça va évoluer comme ça. Donc, faut la laisser faire. Le fait de mettre un pansement, c'est pas pour la guérir, c'est pour empêcher, c'est pour diminuer la contagiosité. D'accord. Et est-ce qu'il y aura des séquelles? Normalement, il n'y a pas de séquelles suite à l'éruption, sauf Il peut en avoir. Il peut en avoir. il peut y en avoir. Ouais, notamment s'il y a de la surinfection. C'est des lésions qui peuvent être prurigineuses. Donc, si on gratte, il peut avoir des séquelles. Je vous ai montré l'image de notre patient là avec la condyline, donc ça faut pas mettre, hein. Mais il peut en avoir malheureusement. C'est pas comme la D'accord. varicelle. Enfin, si la varicelle chez l'adulte, les lésions peuvent laisser des cicatrices aussi. Pas chez l'enfant, mais chez l'adulte, oui. Alors, j'ai une question très précise. La réponse rapide du 5 septembre recommande donc de porter des gants en latex, nitrile, caoutchouc, mais pas en vinyle. Pourquoi? Voilà, Non, c'est absolument aucune idée. Et à mon avis, c'était très à mon avis, spécialisé. on s'en fout royalement, hein. Alors là, je sais pas qui a pondu un truc pareil. C'était très En tout cas, moi, dans mon de établissement, on s'en quelqu'un qui fout. avait des actions. Ouais. Mm. Très bien.
Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que peut-être d'autres personnes souhaitaient poser d'autres questions? C'est vrai qu'on a coupé tous les micros parce qu'on est énormément, hein, donc alors. Ah, je me demandais, on a attendu, je me demandais quand c'est qu'on allait aborder le mot et on n'a pas prononcé quasiment pas, on n'a pas parlé de coronavirus. Hors sujet, mais que pensez-vous du relâchement des gestes barrières par rapport au coronavirus? Juste pour le plaisir, allez. Je sais pas encore. Euh, on a quand même l'impression qu'on est en train de sortir de tout ça. Et que les indicateurs qu'on regarde tous sont pas des indicateurs pertinents. D'ailleurs, on regarde tous le nombre de l'incidence, le taux de reproduction, etc. Mais je ne sais pas comment c'est dans vos cabinets, mais nous, à l'hôpital, le Covid, ce n'est plus un problème. Les patients, les très rares patients qui sont hospitalisés pour le Covid, en fait, ils ne sont pas hospitalisés pour le Covid, ils ont autre chose. Ils ont un Covid là. Ce matin, j'ai pris une dame dans mon service pour détresse respiratoire. On a dit que c'est le Covid, mais en fait, elle a une énorme dilatation des bronches, avec une grosse surinfection de sa dilatation des bronches. Et à l'imagerie, elle n'a pas du tout d'atteinte Covid. En fait. Et puis son tableau clinique est celui d'une décompensation de sa dilatation des bronches classique. Et ça n'a rien à voir avec le Covid. Donc, on n'a vraiment plus l'impression qu'on ait des problématiques. Et en plus, notamment côté hospitalier, c'est horrible de parler comme ça, mais on a des très bons sentinelles, c'est-à-dire qu'on a des patients très immunodéprimés qui faisaient encore jusqu'au mois de juin, juillet des formes sévères de Covid. Ils n'en font plus cela. Ils n'en font plus. Ils font des Covid parfaitement asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Donc, en réalité, on a l'impression que on est en train d'arriver à un moment où l'immunité collective est suffisamment solide pour que l'impact de la maladie soit finalement très modeste. Si on reste comme ça, finalement, faudra qu'on fasse pas plus de cas du Covid que de nos autres rhinovirus ou ce genre de trucs. Donc, il faudra mettre les mêmes mesures barrières que ce que vous faites pour les rhinovirus ou ce genre de trucs. Mais pourquoi je dis que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas si on est encore là. Et c'est vrai que nous, par exemple, à l'hôpital, on a décidé de ne pas lever les mesures restrictives jusqu'à au moins fin septembre. Pourquoi? Parce qu'on veut voir ce que donne la rentrée. On sait que la rentrée va augmenter le nombre de cas. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les indicateurs, l'incidence augmente, on le voit. Ça, il n'y a pas de problème. C'est plus de 30% tous les 4 jours. Là. Donc ça augmente. Mais si on n'a toujours pas de malades, si vous, dans vos cabinets, vous n'avez toujours pas de malades, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra arrêter de tester. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas être catégorique. Et puis même si on arrive à ça fin septembre, on n'est quand même pas à l'abri qu'en janvier, il y a un nouveau variant qui apparaisse et qui change la donne. Mais donc, il faut attendre. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre avec certitude. J'ai l'impression que on va pouvoir relâcher l'affaire et nous, dans notre établissement, mais ça n'aura de valeur que dans notre établissement, c'est pas nous qui décidons les mesures nationales. On relâchera parce qu'on dira, bah oui, il y a du Covid, mais il n'y a aucun impact, donc on arrête et puis on arrête surtout de tester. Parce que quand on teste, on crée des problèmes sans nom, on va décaler des soins à des patients parce qu'ils sont Covid, on va pas les opérer parce qu'ils ont une PCR positive alors qu'ils se portent comme des charmes. Et le seul problème de santé qu'ils ont, c'est le problème pour lequel il faut l'opérer et que finalement on va dégrader leur santé en ne les opérant pas. Vous voyez, euh, moi j'ai clairement l'impression qu'on est arrivé du côté obscur et que maintenant on crée plus de problèmes en, Par les en, protocoles. par les protocoles que par la maladie elle-même. Mais je ne peux pas être catégorique encore complètement. Quoi. Est-ce qu'il reste des questions concernant le webinaire de ce soir? Je crois que vous avez répondu brillamment, exhaustivement aux questions de nos participants. Oui. Bah, tant mieux. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous et à toutes pour avoir participé attentivement. Un grand merci à Mathieu Reveste pour son expertise et sa bonne humeur. Pour info, le lien du replay vous sera envoyé dans les prochains jours.
si vous avez raté un truc ou voilà, ou si vous connaissez quelqu'un qui rate le webinaire de ce soir et qui vous laisse tenir au courant. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre avis si vous le souhaitez. Et également, le prochain webinaire, ce sera dans un mois. Ah oui, Ce mais sera sur diapo. la prise en Voilà. charge préhospitalière des accidents de la route. Avec, Vous je voyez la diapo là? vois pas le nom de loin, avec un expert voilà, qui sera très qualifié pour en parler aussi. Michael Pichot. Vous voyez plus ma diapo là? Si, si, moi je vois, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. Voilà. Bonne soirée à tous Bonne et soirée. merci beaucoup. Et puis à très bientôt peut-être.